C'est la chronique politique avec nous sur ce plateau Agapit Napoléon Maforican. Bonjour. Bonjour Christ, bonjour Lali. Bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs. Le titre de votre chronique ce matin est Armistice 2019, le Bénin aussi. Oui, est-ce que vous connaissez, vous savez ce qu'on appelle l'armistice? Bon, mais nous, c'est à vous de donner le nom. Alors, c'est 11 novembre 2019. Les Français et aussi les Allemands célèbrent l'armistice 2018, Oui. Et 1918. 1918, qui est bien fait à la Première Guerre mondiale. Donc c'est un jour férié en France et en Allemagne, si je me trompe. Alors, quelle allusion pour le Bénin, avec le Bénin? Vous savez que l'amitié, c'est un acte par lequel des belligérants, un acte par lequel les belligérants mettent fin à un conflit. Et c'est un acte politique. Et contrairement à la capitulation qui est un acte militaire, et l'amnistie c'est politique. Et le parallèle est vite fait avec notre dialogue politique ici au Bénin. Lorsqu'on a su ce qui s'est passé en avril et en mai dans notre pays, on peut dire que le dialogue politique est arrivé comme une sorte d'armistice au Bénin. Et les conséquences qui en découlent depuis sont de nature à rassurer. Et tous ceux qui ont vu un pays à feu, presque à feu à sang, lorsque des éléments dégénérés ont commencé par mettre en œuvre un plan scabreux de déviance sociale, je pense que beaucoup ont retenu leur souffle. Je pense que le dialogue politique commence par calmer le jeu. Et on a beaucoup parlé de la révision de la Constitution, très peu de l'amnistie. C'est important. Et l'amnistie, je pense, c'est l'acte le plus fort de ce dialogue politique. Pas plus tard que vendredi dernier, le ministre en chef de la Justice, donc tirant conséquence donc de la promulgation de la loi portant amnistie, a ordonné la mise en liberté immédiate des présumés coupables. Il y en avait 63 qui étaient gardés à vue, donc des présumés coupables donc de ces manifestations. Oui. Toutes n'ont pas été prises, toutes les procédures n'ont pas été enclenchées. Donc, c'est dire que ces 63 ont retrouvé leur famille, ont retrouvé les leurs. Je pense que c'est la joie. Et il faut connaître ce que c'est que la vie du geôlier. Il faut connaître ce que c'est que la vie donc, en prison. Il faut connaître ce que c'est qu'être poursuivi pour savoir, pour appréhender toute la portée de cet acte qui est de nature à décrisper l'atmosphère. Donc, ce lundi 11, on ne peut pas, en parlant de l'armistice en France, on ne peut pas ne pas avoir un regard sur le Bénin qui, depuis ce dialogue politique, se ferait un chemin de reprise de langue entre les différents belligérants, entre griffes de ce qui fut le conflit interne, la guerre interne qui a semblé perturber l'équilibre social. Mais l'armistice étant une convention de paix qui met fin peut-être à une guerre, si vous donnez l'exemple par exemple de la Première Guerre mondiale et que vous venez faire une comparaison avec le Bénin, est-ce que ce n'est pas un peu trop? Non, c'est juste un jeu de mots. C'est pour ça que j'ai commencé par expliquer dès le départ. J'ai commencé par le départ. Ça permet également un peu de culture générale pour nos jeunes, nos enfants et pourquoi pas d'autres personnes, parce que, comme je l'ai dit, je le constate par ailleurs, il y a un gros problème d'inculture également, à bien des niveaux de la sphère, que ce soit politique, économique, que ce soit au niveau des étudiants, que ce soit au niveau des confrères, que ce soit à bien des chaînes sur les réseaux sociaux. Vous comprenez qu'il y a un gros problème de culture, sans fausse modestie, parce qu'il y a des moments où il faut peut-être faire des allusions. Donc aujourd'hui, ils vont voir que la France célèbre l'armistice, ils ne savent pas de quoi il est question. Je pense que c'est un acte par lequel les belligérants mettent fin donc, à un conflit. Donc c'est un acte politique, comme je l'ai dit. Et donc c'est pour ça que justement, que c'est parce qu'un acte, c'est un acte politique que le parallèle est fait avec ce qui se passe au Bénin. Et c'est vrai qu'il y a déjà, il y a déjà une sorte de rapport de force qui est créé dans le conflit en mai 18. Déjà en 1918, oui. On savait déjà qui était
perdant dans la guerre. Donc l'armistice du 11 novembre met fait officiellement, mais on connaissait déjà les rapports de force étaient déjà créés sur le terrain, mais l'acte politique a officiellement mis fait. Donc ici également les rapports de force étaient naturellement créés, c'est-à-dire qu'au regard donc de la position du gouvernement légitime, du gouvernement légalement en place, avec les options légalement prises, les orientations, on était aux élections avec les lois de la République, on a un parlement qui tourne. Donc au moment où certains se livrent à des actes attentatoires à la paix, au patriotisme et autres, et à la paix et au civisme, et certains avancent. Mais il fallait bien quand même s'arrêter à un moment donné et réintégrer peut-être tout le monde dans la couche et sociale. Donc vous comprenez que non, le monde n'est pas fort, au contraire, il est de nature à relier l'histoire à aujourd'hui et à nous montrer comment nous pouvons, peut-être à partir de ce dialogue politique qui est un acte très fort, qui est majeur dans l'histoire de notre pays. C'est la première fois que nous avons connu un tel moment aussi important après la conférence nationale. Et comme je le dis, le dialogue politique pour moi est plus important, a été plus fort, plus important que la conférence nationale, dans la mesure où c'est un acte voulu, un acte volontaire voulu par le chef de l'État et qui a mis tout en œuvre pour associer toutes les parties prenantes, qu'elles soient de l'opposition ou de la majorité. Tout le monde a été convié, tous ceux qui devraient l'être, je veux dire, ont été conviés à ce dialogue et toutes leurs recommandations globalement ont été prises en compte d'une manière ou d'une autre. Alors pensez-vous que le but est atteint du moment où jusqu'à présent les points de vue sont toujours divergents? Non, les points de vue ne devraient pas être communs, puisque la majorité et l'opposition existent pour ne pas partager les mêmes points de vue. De toute façon, certains se mettent toujours que dans un pays, on se met dans une posture systématiquement d'opposant. Donc il y a des raisons que la majorité et l'opposition n'aient pas toujours les mêmes points de vue. Parce que certains trouvent toujours à dire par rapport aux actes qui sont posés récemment dans le cadre de la mise en œuvre de ces recommandations, la relecture de la Constitution par exemple, même l'adoption de la loi et la promulgation de la loi d'amnistie, on trouve toujours des insuffisances par rapport à ces différentes démarches. Et cela surprendrait qu'il y ait point d'insuffisance dans toute œuvre humaine. C'est normal. Mais il y en a qui parlent, qui n'arrivent pas à se faire comprendre. Il y en a qui ils sortent du son, mais ils ne sont pas audibles. Parce qu'en réalité, on ne comprend pas réellement où est-ce qu'ils veulent aller. On ne peut pas faire la paix sans poser un certain nombre d'actes. Ce qui, j'entends, oui, on dit, mais on n'a pas décidé de ceci au dialogue politique. Non, le dialogue politique, ce n'est pas non plus c'est pas un référendum. C'est pas un référendum, c'est le dialogue politique, c'est un acte politique et qui a permis aux protagonistes, aux partisans, aux acteurs à la classe politique de se retrouver, la classe politique légale, de se retrouver donc légitimée par et légale, par le respect des lois de la République, donc reconnu ainsi que les lois l'ont prévu. Cette classe politique a été conviée à donner cette décision. Que quelqu'un dise, moi j'ai recommandé ça que je n'ai pas vu. Les gens ont dit, bon, il faut décrisper. On est en phase de décrispation. Mais par exemple, quand on parle de décrispation, il y a plusieurs actes. Il n'y a pas d'amnistie. Il y a une amnistie qui a été prise. Il y a une loi d'amnistie qui a été prise. Peut-être que la loi ne s'est pas étendue à tous ceux qu'ils auraient souhaité. Mais c'est le premier pas. Est-ce que les gens, ceux qui ne doivent pas du pas, un premier pas a été fait. Oui, lorsqu'un premier pas fait un instant, il faudrait que, vous savez, en matière de paix, il faut deux. Il faut jamais un seul. Donc, lorsqu'un premier pas est fait, il faudrait qu'en face, qu'on sente la volonté des autres aussi d'aller à la paix. Sinon, c'est comme si c'est unilatéral, c'est unipolaire. Non, ça ne peut pas être unipolaire, c'est d'être bipolaire, c'est d'être bilatéral. Donc, à partir du moment où la loi d'amnistie est prise, on doit d'abord prendre acte qu'il y a un certain quand même nombre de personnes, délinquants, connus ou présumés, d'autres personnes, hors la loi, qui ont été quand même, qui ont mis à mal la vie, qui ont créé le traumatisme chez les familles, qui ont blessé, qui ont été tués, et qui sont libérés. Et dont la procédure est totalement... L'amnistie, c'est que la procédure a disparu, c'est comme si ça n'a jamais existé, ça ne transparaîtra nulle part, personne ne peut l'évoquer. Alors tout ça, c'est bien, c'est quand même un acte fort. Après, oui, il y a des situations qui restent, mais il faut se battre également pour, en gardant le contact, en montrant que oui, j'ai dit ça,
Merci, avançons. Est-ce que nous, on reçoit très peu en dehors de corps constitués globalement, au niveau de la classe politique notamment, on reçoit très peu le retour. Ceux qui profitent de cette amnistie, très peu interviennent pour pouvoir... On exige, mais pour exiger, il faut aussi faire ce qu'on peut faire. Je pense que, par exemple, moi je veux bien entendre le président Yahi. Je veux bien entendre l'USL qui n'a pas été au dialogue politique parce qu'il n'est pas encore déclaré, n'est pas reconnu encore. Mais je veux bien entendre. Et à défaut d'autres personnes qui font le pont entre les deux, qui puissent faire des pas, qui puissent actionner le levier de la paix. Oui, c'est cela qu'il faut en réalité. Donc, ceux qui disent que ce n'est pas suffisant, ils ont peut-être raison. Mais au même moment, ça ne peut pas venir d'un seul côté. Il faut qu'on sente de l'autre côté également le débat. On a parfois l'impression que le débat est double, c'est-à-dire qu'on fait deux différents débats sur le même sujet. À défaut peut-être de réclamer que cela s'étende, les mesures de cette loi d'amnistie s'étendent, on entend parfois des voix qui martèlent que la 8e législature n'est plutôt pas habilitée à prendre une loi d'amnistie. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que le débat est même parfois biaisé dans le contexte actuel? Non, il faut évacuer ça. Je pense que ceux qui disent ces choses-là, je pense qu'ils distraient et quand on les relaie, je pense que c'est abuse trop. Non, dans aucune démocratie sérieuse, des personnes sensées ne disent pas de telles âneries. Je pense que c'est ça quand même aussi clair que ça. Dans aucune démocratie sensée, des personnes sérieuses ne sortent pas de telles âneries. Ben, c'est ce que disent par exemple les gens de la diaspora. Ils sont dans les pays dans lesquels ils vivent, dans les pays dans lesquels ils vivent, par exemple ceux qui vivent en France, est-ce qu'ils pensent que parce que le Parlement français a autorisé l'homosexualité, on peut dire que la France n'est plus chrétienne, par exemple? Est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce qu'on peut dire que, bon voilà, donc quand même, la France est chrétienne, la France est laïque, mais la France est très chrétienne. En France, on respecte les fêtes chrétiennes, on ne respecte pas les lois, on ne respecte pas les fêtes musulmanes. Par exemple, il y a une tradition chrétienne en France, et pourtant l'Église a sa logique de l'homosexualité. Et pourtant, le Parlement français a voté une telle loi, personne n'écrit, on a le 49.1, je ne sais pas, c'est 49.3 ou 49, il y a des mesures exceptionnelles, donc des passages en force qui sont autorisés dans la Constitution française et que le Premier ministre Valls a eu à emprunter plusieurs fois, deux fois au moins, et on dit que c'est la démocratie pourtant c'est constitué dans la Constitution française. Non, je pense que les gens sont à Bobanti qui vient de loin, mais nous-mêmes nous voyageons, nous lisons, et puis aujourd'hui le monde est un village planétaire. On ne peut pas continuer à dire que c'est pas des âneries. Quand le Parlement 2018 et 2019 découle des élections législatives régulièrement adoptées et organisées le 8 avril 2019, reconnues par les instances sous-régionales, notamment la CEDEAO, parce que ces élections étaient en bonne et due forme organisées sur la base des lois votées par le Parlement de 2015. Et personne, à partir du moment où personne ne montre la faute, qu'il y a une faute. D'abord, personne ne doute de la légitimité du Parlement de 2015. 2, personne ne remet en cause la procédure législative qui a conduit au vote de ces lois. Moi, je mets au défi quiconque, que ce soit en droit, que ce soit en sciences politiques, que ce soit en pratique de ces choses, de venir démontrer que le Parlement 2019 n'est pas représentatif. Donc, ceux qui disent ça là, eux, ils sont hors la loi. Je pense qu'ils sont totalement en dehors de ce dont nous parlons. Ceux dont nous parlons, c'est ceux qui sont allés au dialogue politique et qui sont cohérents dans ce qu'ils disent. Comme je dis, l'armistice, si je reviens à ça, vous savez, ce n'est pas entre des gens de même niveau que ça s'est signé, c'est entre les Alliés et l'Allemagne. C'est-à-dire que l'Allemagne a été vaincue en 2018. Ça a porté des gemmes, c'est vrai, sur 1939. Oui, 39 où la Deuxième Guerre a repris. 39-45. Et donc, les gens sont plus allés à l'amnistie à un moment donné, vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ce qu'il faut dire et souligner, c'est que ça se joue en rapport de force. Alors, il ne faut pas l'oublier. En une minute, est-ce qu'on peut dire que c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour le Bénin, tel un calme qui prévoit après une amnistie? Ça se joue en rapport de force. Et donc, oui, le calme, mais ça n'a pas empêché l'Allemagne de récidiver en 1939. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les acteurs ont un travail à faire pour la préservation de la paix. Je dis tous les acteurs. Parce que actuellement, oui, on regarde que le gouvernement prend les actes. Comme je dis, l'amnistie a été votée, la loi promulguée, les actes commencent à être pris. Le chef de l'État, intervenant tout récemment sur RFI, France 24, demande à Boniaï de rentrer au pays, qu'il attend. Bon, alors les gens jouent encore sur tout ça. Mais attends, il faut se demander, est-ce qu'il y en a
pour qui la paix a un sens. Ou bien c'est leurs petites personnes qui leur sont aussi importantes. C'est ça la question fondamentale. Donc, quand vous écoutez certains, ils demandent ceci, quand vous leur donnez, quand ils voient poindre quelques lueurs, ils poussent encore loin le Rubicon. Donc je pense qu'il faudrait que la grande masse, le peuple intelligent, ceux qui sont soucieux d'un avenir radieux, en tout cas d'un meilleur avenir, d'abord la modernisation de nos institutions et de laisser un pays meilleur que ce qu'on l'avons aujourd'hui à la génération future. Je pense que donc bâtir un Bénin nouveau à l'horizon peut-être de 2060-2070, alors que nous avons entamé la sixième décennie de la République et bientôt, donc le 60e de l'indépendance, nous devons plutôt penser État, penser patrie. Parce que je pense que les errements des 30 premières années, ajoutés aux turpitudes des 32e années, donc de ces 30 dernières années, ça devrait nous amener à dire qu'enfin, levons-nous pour bâtir plus haut le Bénin. Je pense que pour ce faire, aucun sacrifice ne doit être trop. Et aucun sacrifice. Ceux qui ont bâti ce pays se sont sacrifiés. Quand vous regardez le pont, regardez les sacrifices que les gens se sont donnés pour construire ce pont. Nous roulons là-dessus sans savoir les sacrifices. Donc, quand vous prenez n'importe quel édifice, regardez les sacrifices de ceux qui l'ont bâti. Et nous, quel sacrifice consentons-nous? Je pense que c'est cela que nous devons nous demander au lieu de rester là à exiger. Je pense que, de toute façon, au-delà de l'allusion, au-delà donc des liaisons, comme je vous l'ai dit, juste pour essayer de titiller un tout petit peu notre fibre en termes d'armistice, je pense que effectivement il y a une nouvelle ère qui s'ouvre pour le Bénin depuis le dialogue politique. Et cette ère, c'est déjà quand on Vous avez parlé d'âge d'or entre-temps. Voilà, exactement. Donc c'est vraiment la poursuite de cet âge et de cette nouvelle ère qui commence et qui permettra sans doute à ceux qui veulent construire le pays de se mobiliser autour du chef de l'État, autour des projets qu'il porte et autour des idéaux que portent tous ceux qui veulent que le Bénin aille de l'avant. Ce sera pour le bien du pays. Et peut-être pour que chacun se laisse une petite trace dans l'histoire.